Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV, donc une émission politique. Vous êtes bien sûr au courant qu'au mois de juin vont se dérouler 2 élections importantes localement, donc les départementales et les régionales. Donc aujourd'hui, nous accueillons la représentante départementale des Verts, de la tête de liste des Verts. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est que le 15 février, les Verts ont annoncé qu'il y avait que tous les Verts allaient se réunir. Donc, tous les Verts, c'est CAP 21, c'est l'Alliance écologique indépendante, c'est bien sûr Europe Écologie Les Verts, et donc Génération Écologie. Donc c'est une première, puisqu'il y a 6 ans, c'était en ordre dispersé, ce qui a voulu dire qu'au niveau des sièges, ça n'a pas été beaucoup. Donc j'accueille Madame Maillard, voilà, qui est donc la tête de liste départementale, parce que vous savez que les régionales, c'est par département, et qu'il y a 8 départements dans notre grande région Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, bienvenue sur le plateau de Chalon TV. Et donc, on va donc en parler un peu de ces régionales et du programme des Verts et aussi d'autres questions qui intéressent les citoyens par rapport à l'écologie, à l'environnement et à tout ça. Je vous remercie pour votre invitation. En effet, le 15 février, on a fait une conférence de presse pour présenter le rassemblement du pôle écologiste, car aujourd'hui, ce n'est pas une liste Europe Écologie Les Verts, mais une liste de rassemblement des écologistes. Donc vous avez cité les 4 partis. J'ai envie de dire que c'est un moment un peu historique pour nous depuis une dizaine d'années, puisque sur les derniers scrutins, en 2010 et en 2015, l'écologie politique était divisée. On l'a payé cher, vous l'avez dit. En 2015, on n'a carrément pas eu de poste de représentation écologiste à la région. Vous avez eu combien d'élus? On a eu 0 élus. 0 élus. Donc, voilà. Donc il n'y avait plus de représentation écologiste au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc un vrai vide, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, face à cette situation, mais surtout face à l'urgence climatique, l'urgence sanitaire, économique et sociale, on a pris nos responsabilités, nous, partis écologistes. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même le dire, on est les mieux préparés pour organiser ce monde d'après, ce monde d'après-crise. Parce que les partis politiques traditionnels, qu'ils soient de gauche ou de droite... Ou d'extrême droite. Ou d'extrême droite. Ou d'extrême gauche. Notamment, mais ceux qui ont gouverné depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Ils nous ont conduits droit dans le mur. Et ils sont en incapacité totale d'apporter des réponses adaptées à la situation, quand on voit là où on en est. Donc nous, on considère que de par ce que l'on porte depuis, 40 ans, où on était des lanceurs d'alerte à l'époque, mais où aujourd'hui, on est des faiseurs. On veut prendre les exécutifs, cette région, pour mettre en place toutes les solutions issues d'un projet qui est quand même réaliste par rapport à ce que l'on vit. Donc, on prend nos responsabilités, on a une offre politique nouvelle, parce qu'on a un cap clair et cohérent à proposer à la population, celui de la transition écologique, des solidarités et d'une démocratie renouvelée. Alors, vous nous parliez que les écologistes, quel que soit leur parti, parce que ça a beaucoup changé... Ce qui nous réunit, c'est qu'on a le même projet. Voilà. L'écologie, les solidarités, la démocratie, qui sont le fil conducteur de toutes les politiques. Je vous prendrai quelques exemples thématiques tout à l'heure pour vous montrer. Mais ça, c'est ce qui réunit. Avec, j'ai envie de dire, une exigence et surtout un cap clair, une cohérence et une constance dans nos propositions depuis des années. Là où les politiques classiques, on ne va pas dire qu'ils font rien. Il y a des choses qui sont faites, si je le prends à la région Bourgogne. Mais il y a une dispersion. On gère au fil de l'eau, au sous-poudre. On fait un petit peu d'agriculture biologique, mais on va quand même aider l'agriculture conventionnelle. Nous, on a un cap clair. Et c'est vraiment ce qui nous différencie des forces politiques classiques. Autre chose sur ce rassemblement, pourquoi aujourd'hui il est cohérent et il représente une véritable force, une véritable alternative à ce qui a été mis en place jusqu'aujourd'hui, c'est que je pense sincèrement qu'on est la traduction politique d'un mouvement social, d'une société qui est prête au changement. Elle veut des changements profonds, radicaux, par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et on l'a vu dès 2018, on a eu les marches pour le climat, les jeunes engagés pour le climat, tout le mouvement de lutte contre les discriminations et le racisme, le mouvement féministe contre les violences et le droit des femmes. Et aujourd'hui, le projet écologiste
concentre en fait toutes ces problématiques au cœur de son projet. Et d'ailleurs, ça s'est traduit avec les victoires électorales aux européennes et aux municipales. Oui, il faut bien que les gens comprennent que les écologistes, rassemblés ou individuels, ce n'est pas uniquement l'environnement, c'est un projet global, social, sociétal. Hein, dans l'exemple que vous avez cité, il n'y a pas que l'environnement, le climat, il y a une généralité de vie ensemble. L'écologie politique, c'est la préservation du vivant contre l'exploitation de nos ressources naturelles, et c'est tout le mouvement pour défendre les libertés individuelles, collectives, tous les droits sociaux, et bien sûr, du coup, les droits sociaux environnementaux qui sont de fait liés, et mettre en place des nouvelles solidarités. Un exemple, on parle souvent d'écologie populaire. Qui aujourd'hui subit le plus dans sa vie quotidienne les conséquences du changement climatique ? C'est les classes modestes. Qui aujourd'hui n'arrive plus à se chauffer, à payer ses factures d'électricité ? C'est les classes modestes. Donc si on rénove leur logement, elles payeront moins cher. Donc l'écologie est fondamentalement sociale. Oui. Donc c'est un projet global. Il faut distinguer écologie politique et environnementalisme. C'est ça qui est important. Ouais, important. Donc, quand vous dites que c'est les classes moyennes, c'est vrai qu'on voit beaucoup de publicité. Il faut manger 5 sortes de légumes, etc., biologiques par. Bon, ceux qui gagnent le RSA, ils mangent parfois rien du tout. Soit ils mangent de la merde, soit ils mangent rien. Donc c'est vrai que les classes populaires sont très touchées par la crise avant Covid, la crise Covid et la crise après Covid. Nous sommes dans une région où parmi les compétences de cette région, il y a notamment la politique des transports. Vous avez une réflexion de fond et, par exemple, la région actuellement finance beaucoup les TER. Et le Chalonnais qui veut se rendre, par exemple, à Autun, je cite Autun parce qu'on en parlait tout à l'heure, a quand même de sérieuses difficultés en train ou en bus. Quelle est votre réflexion et quelles sont vos propositions par rapport à cette thématique ? Alors, j'ai déjà envie... Tu as raison, Daniel, de partir du constat, c'est quoi notre région aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que cette région Bourgogne-Franche-Comté ? Il faut être clair, on a une région qui a des fleurons industriels, et on peut parler du nucléaire. On ne va pas l'éviter, parce qu'on a des solutions par rapport à ça. Mais elle a des fragilités. Pourquoi ? Car elle est dépendante de la mondialisation, du libre-échange et de la marchandisation. Comment ça se traduit, toutes ces fragilités ? On a des pertes d'emplois, des territoires entiers qui se vident avec une hausse de la précarité, des territoires qui sont dénaturés, des espaces qui sont complètement dénaturés, une artificialisation des terres agricoles. Donc nous, comment on veut agir ? On pense réellement que la transition écologique est une opportunité pour la Bourgogne-Franche-Comté. Donc les écologistes veulent réparer ces territoires, ces fractures, autour de la transition, avec 3 objectifs forts que je déclinerai. Je vais répondre à ta question sur les transports. Il faut revaloriser le tissu naturel. Ça veut dire préserver la diversité des paysages, préserver les rivières, les forêts, la faune et la flore. Mieux répartir les activités sur l'ensemble des territoires avec des exigences de qualité, c'est-à-dire relocaliser les activités, relocaliser les services publics, relocaliser l'alimentation et accompagner les mutations de l'économie pour soutenir l'emploi autour de formations d'avenir. Et bien sûr, dernier objectif, dernière priorité, retisser des solidarités. Et par rapport au transport, tu as raison, on va avoir un vrai problème, parce qu'avec la crise du Covid, on voit on va avoir le modèle économique de la SNCF est fortement fragilisé. La baisse des usages des trains va faire une baisse des recettes au niveau des collectivités, donc on va avoir un vrai problème. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir mettre des priorités. Ça veut dire abandon de tous les projets climaticides. Je pense à la phase 2 de la LGV Rhin-Rhône qui va quand même coûter 1 ou 2 milliards d'euros. On rappelle ce que c'est que cette LGV Rhin-Rhône. En fait, LGV Rhin-Rhône, c'est toute la partie Petite Croix-Lutterbach. C'est une ligne de TGV qui coûte très cher. Hein, et à la place, avec 1 ou 2 milliards d'euros, imaginez ce que l'on peut faire sur des transports du quotidien, des transports TER pour tout ce qui est déplacement domicile-travail. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place ? Surtout que le problème des LGV, ça ne crée pas du tout de valeur ajoutée parce que c'est des lignes en fait,
on traverse le territoire et qui bénéficie à une minorité de classes d'affaires. Donc on n'est pas du tout sur une problématique de ce que disait Daniel Deriot sur les déplacements du quotidien, mais sur une minorité. Donc nous, ça, c'est pas notre modèle. Donc ça coûte très cher. Les aéroports régionaux, je pense à Doltavo, qui est un puissant fonds pour des vols low cost. Et ils ne sont pas les seuls. On a aussi l'aéroport Dijon-Bourgogne, alors qui est certes intéressant et qu'il faut garder pour tout ce qui est vol sanitaire, mais tout ce qui est activité de loisirs et d'affaires, alors qu'on ne connaît même pas les retombées économiques, aujourd'hui, c'est des puits sans fond. Et tout cet argent, nous, on veut le réinvestir, effectivement, sur les transports du quotidien, pour avoir une alternative à la voiture individuelle à moins de 10 minutes de chez soi. Ça veut dire quoi ? Préserver toutes les gares existantes et les services existants, et mettre en place de nouveaux services, des services innovants. Et Châlons va être concerné dans notre projet, car on souhaite mettre en place ce qu'on appelle des tram-trains. En fait, c'est des navettes ferroviaires qui roulent sur des lignes existantes et qu'on pourrait très bien mettre en place sur la ligne de Verdun-sur-le-Doubs jusqu'à Châlons, ou alors de Marmagne à Genlard. Voilà, c'est priorité là-dessus. Vous avez parlé des problèmes d'énergie. Alors se pose, j'allais dire, au moins deux problèmes. Aujourd'hui, les éoliennes, dans certains, il y a beaucoup d'études qui sont faites, beaucoup d'argent qui sont consacrés à cela. Ont des problèmes, dernièrement, il y a eu des abandons de projets d'éoliens dans le Val-de-Saône. Se pose aussi le problème du pôle nucléaire bourguignon, qui est largement financé, vous me démentirez si c'est le projet. 200 000 euros par an. Par la région Bourgogne. Si demain, vous arrivez, parce que vous êtes, je pense, compte tenu des résultats électoraux, et ça n'engage que nous, vous êtes en position de négocier par rapport au deuxième tour, compte tenu des résultats que vous avez obtenus à Besançon, puisque la mairie de Besançon est tombée dans les mains de ELV, ainsi que quand même malgré tout à Dijon, puisqu'avec deux listes, vous faites près de 25%, si mes souvenirs sont bons. Oui, on fait 22%. 22%, pardon. Et que la tête de liste régionale est dijonnaise. Avec la tête qui s'appelle Stéphanie Mode, une engagée de longue date également. Oui. Quelle sera votre position ? Parce que là, j'allais dire, on vous attend au tournant en Bourgogne, mais encore un peu plus à Châlons, compte tenu de l'importance d'Alstom et de Framatome notamment. Et au Creusot aussi, bien sûr. Au Creusot, oui. J'ai envie de dire, Daniel, tu as raison, tu poses la vraie question, celle de la conversion écologique de l'économie, qui va bien au-delà du nucléaire. Mais bien sûr, on va le traiter, c'est dans notre projet. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, la politique économique aujourd'hui de la région, elle agit comme un guichet. Elle attribue des aides sans véritablement, en fait, mettre de conditionnalité écologique et sociale. Elle n'agit pas avec une véritable stratégie pour aller vers une économie plus verte et garder l'emploi sur les territoires. Je vais prendre un projet dans l'automobile, Sochaux 2022. En fait, Sochaux 2022, c'est la rénovation d'une ligne de production pour produire des SUV. La région a mis 7 millions d'euros, sans s'occuper de savoir s'il y allait avoir de la sauvegarde d'emploi ou de la casse de l'emploi. Bing, ça n'a pas loupé. Qu'est-ce qu'a fait ? Il y a eu des aides de la région, ça n'a pas empêché l'entreprise de se séparer de ses sous-traitants. On a plus de 250 personnes, et notamment, je crois, des caristes, qui ont été mis sur le carreau. Et là, c'est très grave, parce que ça veut dire qu'on fragilise tout le tissu des PME et des TPE sur les territoires, alors que ce sont elles qui créent les emplois de proximité et qui font que nos territoires seront plus forts, plus robustes et plus résilients. Donc nous, qu'est-ce qu'on propose par rapport à ça ? C'est de mettre en place des dispositifs de protection sociale et que, par exemple, en contrepartie d'une aide attribuée à une société, on va lui demander de mettre en place un plan de conversion des emplois supprimés chez les sous-traitants. Voilà, comme ça, ce n'est pas des chèques en blanc. Sur le nucléaire... Oui, c'est important le nucléaire. Hein. Ah, j'y viens, je ne vais surtout pas l'oublier. Sur le nucléaire, en gros, vous savez, c'est 10 000 emplois sur toute la région. C'est 10 000 emplois. On a des savoir-faire dans les métiers de la chaudronnerie et de la soudure. Je suis assez à l'aise, j'ai travaillé dans ce milieu-là. Je connais. Donc, tous ces savoir-faire, ces métiers de la chaudronnerie, de la soudure, de la métallurgie, pourront être accompagnés, reconvertis sur toutes les filières d'excellence des énergies renouvelables et bien évidemment du démantèlement, en sachant que si la région, avec une volonté politique forte comme on le fait, décide d'aller sur cette industrie-là, on peut faire de la région Bourgogne-Franche-Comté un fleuron de l'industrie du démantèlement, très très clairement. Voilà. On a quand même 58 réacteurs, donc il y a du boulot.
Un autre sujet départemental, cette fois, quoi qui concerne également le département du Jura, puisqu'ils sont portés encore en Saône-et-Loire par la majorité départementale, c'est le projet du Center Park, sur lequel vous êtes, je veux dire, et politiquement et personnellement, très investi. Ah oui, je suis vraiment militante, je me rappelle, sur le Center Park. La mobilisation a commencé en 2014, avec la venue à l'époque de Sandrine Bélier, qui était en campagne pour les européennes, qui était eurodéputée Europe Écologie Les Verts. Et on était allé voir, près du lac du Rousset, on avait été voir des riverains, Madame Grébert, et on avait discuté avec elle. Et on a travaillé avec la CAPEN, France Nature Environnement, à cette mobilisation collective, à l'émergence d'un mouvement contre le Center Park. Ce qui veut dire que demain, si vous êtes majoritaire, le projet il tombe à l'eau. De toute façon, il sera dans le lac. Center Park, c'est un abandon franc et immédiat. C'est sans discussion. Mais ça veut dire on n'abandonne pas quelque chose, on ne propose pas quelque chose. On a quand même le souci de développer économiquement et écologiquement le territoire. Et par rapport à ça, j'en viens à notre politique du tourisme qui est intimement liée avec la politique de la culture très important quand on voit aujourd'hui qu'avec la crise du Covid, le monde de la culture est sur les genoux quand même. Donc qu'est-ce que nous, on propose par rapport à ça ? On pense en fait, contrairement à certains qui croient que c'est des projets privés clés en main qui n'ont rien à voir avec le territoire, c'est de nous appuyer sur notre patrimoine culturel pour promouvoir une économie de proximité qui crée du lien et développer écologiquement notre territoire. Et là, on a un projet qu'on souhaite porter et que le Césaire, qui est cette instance de représentativité de la société civile et des citoyens, qui font des propositions, qui sont des aides à la décision des politiques, dont la plupart se foutent absolument complètement, contrairement aux écologistes, on fait une proposition tout à fait intéressante qu'on sait réapproprier, c'est de créer un centre d'études européen et de découverte de l'art roman qui fédérerait l'ensemble du patrimoine culturel bien au-delà du département, qui pourrait faire un réseau entre les Halles de Dijon et les Halles de Louhans, par exemple. Mettre aussi dans ce réseau tout le patrimoine clunisois. Donc il y a des choses à faire. Je pense aussi qu'on peut être la Saône-et-Loire, mais bien évidemment la Bourgogne-Franche-Comté d'une façon plus générale, avoir une fonction de résidence d'art pour les artistes et les artisans d'art. Autre chose, et là on va s'intéresser aux Chalonnais, je pense réellement qu'on ne valorise pas assez une identité culturelle forte de la ville qui est quand même la photo. C'est complètement sous-exploité. C'est hallucinant. Et là, il y a quelque chose à faire sur le modèle de Arles, de créer un festival international de la photo à Chalon-sur-Saône. Là, on crée des emplois, on valorise notre patrimoine culturel, on crée des emplois dans le monde de la culture, et bien sûr, empreinte écologique zéro. Donc voilà. C'est quoi un projet écologiste concrètement pour un territoire ? Donc c'est vrai qu'au niveau de l'image, il y a un axe entre Dijon avec l'inventeur du zoom et Lyon avec l'inventeur du cinéma, Bonn et Châlons avec Nice et Fornex, dont on a déplacé la statue, mais c'est vrai que ce déplacement, on pense qu'on en veut, mais c'est vrai que Châlons devrait être la ville phare de l'image. Et elle l'est pas. C'est sous-exploité, elle l'est pas. Alors qu'on a une identité forte. Tout à fait. Et vous voyez, c'est ça l'écologie politique. C'est de partir des spécificités des territoires, de les valoriser pour en faire des sources d'attractivité, de mieux vivre pour ses habitants, tout simplement. Mais bon, on est tourné, comme je vous le disais tout à l'heure, on est une région qui est fragilisée parce qu'elle ne pense qu'à l'export. Je vais prendre un autre exemple sur l'identité de notre région, qui prouve à la fois la fragilité de notre région et en quoi la transition écologique est une réponse pour sécuriser et valoriser les emplois et les activités sur le territoire. Je vais prendre l'élevage. On ne nous attend jamais sur l'élevage, ou de façon très caricaturale. Aujourd'hui, on a toute une filière bovine qui exporte en Italie des mâles. Alors là, ça pose deux problèmes. Problèmes qui sont liés à l'export, avec les transports et les émissions de CO2, et problématique du bien-être animal avec le transport des animaux vivants. Par rapport à ça, nous, on souhaite travailler avec l'ensemble des éleveurs à une relocalisation des productions, à travailler sur de nouvelles races, sans doute. Il faut accompagner fortement l'ensemble de la filière bovine pour retravailler à une relocalisation, à une valorisation des mâles à l'herbe sur le territoire et sortir de ces exportations. Et là, le projet écologique, on voit
qu'on sort de l'export, on revient sur une relocalisation pour sécuriser les emplois et trouver des solutions localement. Alors, pour finir l'émission, parce que le temps... Oui, je suis désolée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Donc, quelques petites questions. Donc, le 15 février, lors de la conférence de presse par visioconférence régionale, on a annoncé les 8 têtes de liste départementales. Donc, est-ce que les listes, pour la Saône-et-Loire par exemple, est-ce que la liste est constituée ou est-ce que vous êtes ouvert à une réunion des forces de gauche, etc. Alors, aujourd'hui, on devrait même dire plutôt qu'on est des chefs de file. Hein. On tire un projet, on incarne cette écologie du pôle écologiste rassemblé. Mais nous, ce qu'on veut, il y a une urgence, c'est de gagner la région. Et ce n'est pas de dire c'est le pôle écologiste. On veut rassembler largement les écologistes et l'ensemble de la gauche sur un projet d'exigence écologique sur un cap clair. Donc j'ai envie de dire, on continue et on discute. On est des démocrates, hein, on n'est pas des sectaires. Donc on discute avec l'ensemble des forces, mais pas à n'importe quelle condition. On veut un cap clair, une incarnation écologiste pour montrer qu'il y a une véritable rupture qui est en train de se faire et c'est ce qu'attend la société. Et j'espère que l'ensemble des forces politiques de gauche sauront entendre ce message, le signal qui leur est donné depuis quelques semaines. Alors, nous enregistrons cette émission alors qu'il y a un débat, voire une nouvelle polémique qui s'ouvre à Lyon, notamment. Vous avez parlé des éleveurs. Je crois que les éleveurs hier, certains éleveurs de Rhône-Alpes ont été très véhéments à l'égard de M. Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui n'ont pas supprimé les repas, tous les repas. Mais est-ce que vous pouvez nous préciser sur votre point de vue là-dessus? C'est les repas pour la cantine. Les repas végétariens. Les cantines lyonnaises. Voilà. Les cantines lyonnaises qui dépendent chose qui existait déjà l'an dernier, je crois. Alors, déjà, ce n'est pas des végétariens, c'est des repas sans viande, puisqu'il y a de toute façon présence de protéines animales avec du poisson et des œufs. Donc là, il n'y a pas de faux débat sur l'histoire des apports nutritionnels et des carences possibles à avoir. En fait, ce qu'a fait Grégory Doucet, donc on va replacer les choses, c'est qu'il a pris cette décision de façon temporaire, pour une histoire, de ce que j'en ai compris, pour des raisons pratiques et pour permettre à plus d'enfants de pouvoir venir manger à la cantine dans des conditions sanitaires. Et le fait, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je ne vais pas vous mentir. Mais pour lui, c'est ça, ça permet de faire manger plus d'enfants dans des meilleures conditions sanitaires, sans les mettre en difficulté nutritionnelle. Donc, c'est quelque chose de temporaire. Je crois surtout qu'il y a une instrumentalisation, non pas des éleveurs, mais du gouvernement, des forces de la réaction, qui aujourd'hui ont en plus des arguments mais qui datent de la préhistoire. Même Barbara Pompili l'a dit ce matin. Qui est quand même la ministre de l'écologie, de l'environnement, dans le gouvernement Castex, et qui dit à ses collègues, vos arguments, ils datent de la préhistoire. Parce qu'on sait par exemple, quand on entend dire ah, les pauvres gamins, ils vont mal manger, ils mangent mal chez eux, du coup, ils mangeront mal à la cantine. Attendez, c'est pas ça qui se passe. Les enfants issus de familles modestes, qu'est-ce qui leur manque chez eux? C'est l'apport en fruits et légumes frais et de saison. Et c'est ce qu'ils vont retrouver dans les cantines lyonnaises. Ce n'est pas un problème de viande, c'est vraiment les fruits et les légumes frais. Donc le problème est là. Donc il y a tout un tas de faux arguments qui sont mis en avant et qui font des attaques. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les écologistes dérangent. Ils sont capables d'assumer des projets, des propositions sans aucun problème, qui font avancer la société, qui répondent aux enjeux, alors qu'eux sont incapables de les porter parce qu'ils sont emmanchés avec des lobbying de l'agroalimentaire, de l'industrie chimique, etc. Et voilà, donc on dérange, donc on dit tout et n'importe quoi. Je ne peux pas en dire plus. Quoi. Donc on a rétabli un petit peu la vérité de ce qui se passe. Dernière question, Monsieur Deriot. Oui. Vous n'avez pas oublié le problème de l'enracinement également, qui se pose dans le Morvan, et vous serez prochainement, je crois, à Paris, aux côtés d'ailleurs de certains de vos de vos alliés, France Insoumise, pour ne pas les citer, pas les seuls. Et dans la question, dans la foulée, est-ce que vous avez une réflexion par rapport au parc naturel régional de Bresse? Complètement, tout à fait. Le parc naturel régional de Bresse, c'est dans notre projet. On le soutient et avec beaucoup de conviction et beaucoup d'envie. C'est un projet qu'on va défendre comme tous les parcs naturels régionaux.
Et comme on a défendu aussi, et on défend toujours, et c'est compliqué à mettre en place, le parc naturel national de Champagne-Bourgogne. Il se trouve que cette ville serait aux portes du parc naturel régional, comme la ville de Bourg-en-Bresse, comme la ville de Lons-le-Saunier, comme la ville de Lons. Mais c'est une opportunité, les parcs régionaux. Non, mais c'est une opportunité pour un territoire. En fait, ça crée des emplois de qualité et ça permet d'accompagner les transitions, les changements de comportement. Par exemple, sur l'agriculture, c'est une méthode douce d'accompagner les agriculteurs vers une agriculture plus soucieuse de l'environnement et plus soucieuse de notre santé. Donc, c'est une opportunité pour le développement d'un territoire, ces parcs. Tout à fait. Donc, dernier mot à notre invité. Est-ce que vous avez conclusion? Conclusion, j'ai envie de dire... il faut absolument voter pour les écologistes les 13 et 20 juin. Au départemental et au régional. Au départemental et au régional, car nous sommes la seule offre politique innovante et qui porte un message d'espoir et d'avenir. Voilà. Donc je vous remercie. On rappelle le nom de la liste régionale. La liste régionale qui rassemble du coup les 4 parties du pôle écologiste, elle s'appelle Les écologistes et solidaires, menée par notre tête de liste régionale, Stéphanie Mode. Voilà, donc merci à vous de nous avoir écoutés. Donc c'était notre première émission sur les régionales. Bien sûr, nous donnerons la parole à toutes les listes régionales, à leurs représentants départementaux ou à leur porte-parole. Donc tous les hommes politiques qui veulent venir parler de leur programme régional sont bienvenus. On leur offre cette possibilité. Ils la prennent ou ils ne la prennent pas. Mais donc je le tiens à le dire, on ouvre notre studio à toutes les composants, à toutes les listes pour la région et aussi éventuellement pour le départemental. Donc voilà, donc première émission sur les régionales, qui est un enjeu important, et comme les départementales le seront aussi. Donc merci à vous. Donc prochaine émission sur une autre thématique. Hier on a parlé de musique, la prochaine fois on parlera peut-être de culture, d'autres choses. Merci à vous et à bientôt.